Bonjour. Suite aux deux capsules d'aujourd'hui en arabe sur la situation actuelle, surtout au Liban après l'élection d'un président de la République après 2 ans et quelques, et la désignation du grand juge, M. Nawaf Salam, qui était à la tête la, de, de la Cour internationale de La Haye. J'essaie de reprendre le même thème que j'ai abordé en arabe, qui est celui de, sous le titre, je l'ai appelé l'individualisation ou l'individuation, ça s'emploie dans les deux sens, et l'esprit de corps au sens d'Asabiya, et le nouveau Liban, et qui va aborder justement le bobo du Liban qui fait blocage actuellement à la formation du gouvernement, entre autres. Il y en a beaucoup. Le Liban n'en manque pas, mais c'est surtout dans la formation et les tractations qui se passent actuellement entre le nouveau président du Conseil désigné pour former le gouvernement, M. Nawaf Salam, et surtout le bloc chiite, qui représente une trentaine de députés affiliés tous au duo Hezbollah Amal, et qui essayent de poser leurs conditions dans la formation du gouvernement. C'est ça le sujet des tractations, qui fait en sorte qu'actuellement, on assiste à vraiment une remise en question de la structure libanaise, des interventions, des fois des gens ne savent pas de quoi ils parlent, etc. Je commence par une chose essentielle en sciences politiques, c'est que il se peut que une force politique ou une puissance quelconque gagne militairement, mais ce n'est pas nécessaire qu'elle gagne politiquement. Ça, c'est une maxime qui date depuis très longtemps. Et là, ça s'applique au Liban. Au Liban, tout le monde parle que Hezbollah a reçu un coup irréversible sur le plan militaire. Donc, on a conclu vite que c'est fini. On se posait la question, qu'est-ce qu'il va devenir politiquement? Est-ce qu'il va être dissous, pas dissous, etc. La même chose, on parle de l'Iran. C'est aller trop vite à la besogne, comme on dit, parce que d'abord, Hezbollah a combattu au sud. Il y a des gens, des martyrs qui sont tombés, même si ce n'est pas lui qui en a profité, disons, directement, mais c'est les Iraniens. Et là, je fais une très grande nuance entre ce que veut l'Iran et les chiites du Liban. Et donc, il a reçu un coup dur, c'est-à-dire il a fait ce qu'il a pu faire dans un rapport de force très défavorable. Il est en train de se battre, pas seulement contre Netanyahu, mais contre
l'Amérique pratiquement qui a manifesté un soutien inconditionnel à Netanyahou comme d'habitude. Et ça, on en a parlé, quelles sont les régions profondes, ça, dans la sociologie américaine, en parlant de ce qu'on appelle les sionistes chrétiens des États-Unis. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais pour ce qui nous concerne, pourquoi j'ai choisi le titre Individuation et esprit de corps? C'est pour aborder justement le problème du blocage du système confessionnel et dans quelle mesure on peut parler de nouveau Liban sans remettre en question le système confessionnel où tout le monde est complice, c'est-à-dire toute la classe politique libanaise vit de ça. C'est pas vrai qu'il y a des gens à l'écart, disons, il y a des gens plus sympathiques que d'autres dans leur façon de présenter la chose. Des gens qui se prennent moins au sérieux que les autres. C'est bien, c'est apaisant, mais la réalité est là. On est dans un système confessionnel qui ne cesse de se reproduire depuis X temps. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est mettre en lumière la genèse d'abord de ce système et d'autre part comment il fonctionne. Pour ce qui est de la genèse, j'ai présent à l'esprit une entrevue de Nawaf Salam avec France Culture à la publication, il y a de ça déjà un certain temps. Il venait d'être nommé comme membre de la Cour internationale de La Haye après sa carrière diplomatique à New York auprès de l'ONU comme ambassadeur extraordinaire pendant une dizaine d'années. Et celle qu'il interviewait à propos de son nouveau bouquin qu'il venait de publier à Actes Sud, qui s'intitule Le Liban, où il est question, il essaye d'aborder les problèmes actuels du Liban, y compris le problème confessionnel, et c'est dans ses cordes à lui, parce que il a travaillé dessus, il a travaillé une thèse avec Dominique Chevalier sur ça, il a enseigné, il a fait une thèse de droit, il a enseigné à l'EUBI, etc. Donc il a toute une carrière en la matière derrière lui. Il est bien placé pour en parler. Ce qui m'a retenu dans cette entrevue, c'est que lui, il essayait d'expliquer la genèse de ce bobo qui s'appelle le confessionnalisme. Et elle, en tant qu'orientaliste française, qui a lu quelques bouquins, là, désolé de dire les choses comme ils sont, moi, je ne suis pas diplomate, elle essayait de le ramener de force à 1943. Une façon de dire que le confessionnalisme a commencé en 1943 selon le pacte national conclu qui n'est pas écrit entre chrétiens et musulmans pour répartir les pouvoirs entre les deux grandes communautés, maronites et sunnites. À lui, il essayait de lui dire, mais ça remonte à plus loin que ça. Et il ne le laissait pas parler, c'est-à-dire que, puisqu'elle sait, elle, que revenir en arrière, c'est impliquer la France. Quelle est la responsabilité de la France dans le système confessionnel? C'est comme si, débrouillez-vous, vous Libanais, vous avez un bobo et moi je suis innocent de... Bah. Et moi je vais reprendre donc la genèse de cette affaire sans donner un cours d'histoire là, c'est juste les grands titres
pour conclure quelques concepts avec lesquels je vais aborder la question. Les quelques concepts sont en nombre de 3. D'abord, la famille, la structure familiale, qui est un héritage de l'Empire ottoman. Ce que Dominique Chevalier a appelé le système muqataji, et qui a plus ou moins été dissous au XIXe siècle sous Béchir Chehab. Le deuxième concept, c'est celui de Millah. Je ne l'ai pas traduit en français parce qu'il correspond bien à son nom en arabe. Millah, ça veut dire, j'entends par là, un groupe ou un groupe humain qui est réuni, qui est rassemblé autour d'un sacré, mais qui ne se bat pas pour ce bas monde. Il bat pour l'éternité, il se bat pour gagner son salut au ciel ou quelque part ailleurs. Donc, ce n'est pas son affaire de se constituer en esprit de corps prêt à se battre pour prendre un pouvoir. Ce qui est le cas du troisième concept qui s'appelle la ta'ifa. Dans ce sens, on parle qu'au Liban, il y a 17 ou 18 ta'ifa, comme disait André Stid, mais je me permets de André Stid pour dire il n'y a pas 18 ou 17 ta'ifa au Liban, il y en a 3. Et tout le reste, ce sont des milal, le pluriel de millah. Ça veut dire que tout le monde au Liban ne s'est pas battu pour avoir un bout de pouvoir. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Dans la vie, il y a une ta'ifa qui polarise tous les autres et qui monopolise la représentation des autres. Par exemple, chez les maronites, c'est reconnu internationalement. Et c'était un ancien projet et du Vatican et de la France qui remonte à l'école maronite de Rome, 1585, que de dire les chrétiens au Liban, ça veut dire les maronites. On les appelait même nation, selon le jargon du Vatican de l'époque et de l'orientalisme français. Et donc, on oublie le reste, parce que c'est moins important. C'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'on s'adresse au patriarche de l'Orient à travers le patriarche maronite. Ça, c'est une tradition du Vatican et de la France en politique. Et donc, ça a des répercussions, mais personne n'en parle. Par exemple, même ça joue au niveau de comment consacrer un nouveau saint. Moi, j'ai appris tout récemment, après qu'il est question de la part du Vatican de consacrer comme saint Youssef Bek Karam, maronite de Zgharta, qui était un combattant. Là. Je ne vois pas en quoi il était saint. On l'attendait à Zahlino pour nous sauver en 1860. Et ça veut dire que on a un saint tout près à Zahli, qui est grec catholique, qui est de ma famille, qui s'appelle Bchara Aboumrad. Il n'aura aucune chance de devenir saint parce qu'il est catholique. Je crois que selon cet ordre de choses, Gibran Bassil risque de devenir saint avant lui. donc, bref, avec ces 3 concepts, il y a une genèse. La Genèse dit que au Liban, la première taïfa qui a été constituée
et qui était chargé par les Ayyoubides d'avant et par l'Empire ottoman plus tard, Selim Ier, c'était les Druzes qui prenaient en charge le mont Liban. C'est consacré depuis des siècles. Et il y avait une correspondance ou une domination, si vous voulez, dans cette ta'ifa d'une famille politique qui joue le rôle de leadership de la ta'ifa. C'est une combinaison spéciale. Deuxième ta'ifa qui s'est constituée, c'est les maronites. En révolte contre les Druzes et avec l'appui de la France. Ici, ça nous ouvre une perspective comme quoi, dans la formation de chaque ta'ifa, il faut d'abord que l'esprit de corps soit très soudé, une combativité, soit à cause de persécutions, soit n'importe quelle injustice et tout, ce qui fait que les gens sont soudés d'une combativité, ils sont prêts à se battre pour prendre le pouvoir ou pour déloger quelqu'un. Ce qui était le cas des maronites. Mais ça ne suffit pas, ce facteur à lui tout seul. Il faut un appui externe, c'est-à-dire les historiens se demandent dans quelle mesure, malgré la combativité des maronites de l'époque, ils auraient pu se constituer en ta'ifa sans l'appui et de la France et du Vatican. Parce que c'était un projet à l'origine de la chrétienté du Vatican et de l'orientalisme français. Et donc, ça va s'appliquer aux autres taïfs, notamment les chiites. Dans quelle mesure les chiites ont pu se constituer en tant que taïfa sans l'appui de Hafiz al-Assad de la Syrie et plus tard de l'Iran. On en revient. Donc avec ces trois concepts qui constituent des genèses différentes et des périodisations historiques qui ne sont pas contemporains les uns des autres. Les Druzes au départ, qui ont gouverné, disons, quelques siècles, le mont Liban, et qui ont été délogés par Shihab II, qui lui était sunnite à l'origine, mais il avait l'appui des Druzes, et converti en secret au christianisme. C'est une autre histoire. Et on assiste à la fin de la Première Guerre mondiale à l'arrivée de la France, et qui, pour prendre racine en Liban et maîtriser la situation au Liban, elle devait se battre et vaincre ce qu'on appelle la grande révolution syrienne. Parce qu'à l'arrivée du mandat français, qui était considéré par la majorité comme une occupation, il y a eu une grande révolution en 1925-26 en Syrie, sous la direction de Sultan Bash al-Atrash et de l'émir Shakib Arslan, etc. Donc, ils ne pouvaient pas, les Français, avoir la paix au Liban avant de calmer la situation en Syrie. Et ça, c'est une loi, la dépendance du Liban par rapport à la Syrie historiquement. Une fois qu'ils ont pu massacrer cette révolution, ils ont pu inventer ou mettre la constitution, ou formuler la constitution de 1926 du Liban. C'est pour ça qu'on parle de
de la première constitution sous mandat français qui remonte à 1926. Reprise dans ses grands traits avec l'accord Taïf, en tenant compte du changement de la situation après la guerre civile libanaise. Donc, comment les Français ont réparti les pouvoirs entre ces trois entités? La famille, la Milla et la Taïf. C'est ça ce qu'on va aborder dans la prochaine capsule pour en arriver à la situation actuelle.